Il y a des légendes urbaines qui ont vraiment la vie dure en astrologie, et l'une de celles-ci, eh bien, c'est que la maison 7, ou le maître de la maison 7, ou Vénus pour un homme, ou Mars pour une femme, déterminerait quelque chose de très important pour la vie amoureuse des personnes concernées. Or, ces légendes, eh bien, ne sont pas à l'épreuve des faits. Il est vrai que, par exemple, si vous avez Pluton, maison 7, dans vos relations longue durée, vous allez pouvoir vivre des épreuves, telles que la maladie de la personne avec qui vous êtes. Il est vrai aussi que si vous avez Jupiter et Vénus dans la maison 7, vous serez plutôt chanceux par rapport aux relations longues de type mariage. Mais disons, au-delà de ces cas un petit peu extrêmes, la maison 7 n'est pas le déterminant principal de ce qui va vous arriver dans les relations de longue durée. La maison 7, c'est plutôt le type d'atmosphère que vous cherchez, qui vous attire, le type de nourriture que vous recherchez dans ce type de relation. Mais votre capacité à attirer une personne qui vous plaît et avec qui ça va durer ne dépend pas principalement de la maison 7. Et si je vous dis ça, c'est pas par préférence personnelle, mais c'est parce que maintenant j'ai une collection assez complète de cartes natales de personnes que je connais assez bien ou très bien, et donc je peux vérifier les théories astrologiques et voir, bah oui, un tel, il a une maison 7 qui a l'air sympathique, avec un maître de la maison 7 qui a l'air sympathique, et c'est pas terrible pour lui. Et inversement, je connais des cas de maison 7 et de maîtres de la maison 7 qui sont plutôt inquiétants, conjoints à la lune noire, ou en maison 8 pour ce qui est du maître, et finalement, ces personnes font un bon mariage. Et ce que j'ai trouvé, en regardant les cartes des personnes que je connais bien, encore une fois, c'est pas les people, donc on connaît peut-être pas toujours le fond, en fait, de ce qu'ils vivent, ou si on sait pas toujours sûr non plus à 100% que l'heure de naissance est juste. Là, c'est des personnes qui m'ont donné leur heure de naissance d'après leur certificat de naissance, ou d'après le livret de famille de leurs parents. Et ce qu'on voit, c'est que c'est la puissance du masculin d'un homme qui attire un partenaire avec qui il se sent bien de façon durable, et que de la même façon, c'est la puissance du féminin d'une femme qui attire un partenaire qui lui plaît de façon durable. Et encore une fois, je ne dis pas ça par préférence personnelle, mais parce que c'est ce que j'ai constaté d'un point de vue des données astrologiques. Donc il y a un petit côté red pill à cette vidéo, dans le sens où finalement, eh bien, le côté biologique et psychologique fondamental de l'espèce nous amène vers un partenaire qui a les qualités opposées, qui a les qualités assez typiques du genre auquel il appartient, bien sûr dans le cas des couples hétérosexuels. Et donc la réalité qui est un petit peu brute, c'est en gros que si vous dégagez une énergie masculine en tant qu'homme, c'est facile de trouver pour vous une femme qui dégage une énergie féminine, de polariser une relation dans laquelle les deux se sentiront nourris dans un aspect, disons, psychique, sexuel, de l'ordre de l'érotisme de la vie, et inversement, une personne qui aurait un genre, disons un genre exprimé, une énergie de genre contraire, eh bien, si vous êtes un homme par exemple très féminin ou une femme très masculine, il y a peu de chances que vous rencontriez un partenaire qui finalement va nourrir profondément votre animus pour une femme, et de même, si vous êtes un homme de type féminin, il y a peu de chances que vous attiriez et soyez capable de garder une femme qui va réellement nourrir votre anima. Donc, dans cette configuration, vous n'auriez pas l'énergie qui correspond à votre genre de naissance, eh bien, vous allez vous retrouver dans une situation où l'un des deux, à un moment, va se retrouver frustré, ou même vous n'allez pas trouver de partenaire qui correspond à vos attentes. Pour savoir si un homme a une forte énergie masculine, eh bien, il faut regarder en priorité son soleil, puisque le soleil va donner le général de la personnalité, donc c'est sûr qu'un soleil en bélier, un soleil en scorpion, un soleil en maison 1, un soleil en maison 8 vont donner quelque chose d'assez viril. Bien sûr aussi que le Mars, le Pluton, le Saturne, qui sont des éléments masculins, sont importants. Peut-être des trois que je dis là, le Mars est le plus important. Chez un homme, une lune ou un ascendant aussi qui serait quelque chose de l'ordre du Bélier, qui aurait quelque chose de l'ordre du Scorpion. Le Capricorne aussi donne quelque chose de masculin, puisque Mars est exalté en Capricorne. Et inversement, évidemment, les signes du Cancer, de la Balance et du Poisson. Hein. Donc Cancer, c'est le domicile de la Lune. Balance, puisque c'est un domicile de Vénus, donc du féminin. Et puis Poisson, eh bien en Poisson, on a plutôt Neptune, qui est l'amour universel, l'amour diffus. Et on a Vénus qui est exaltée. Hein. Donc ces trois signes, de Cancer, Balance et Poisson, plus un homme en a dans sa carte, et plus ça va le rendre yin, et donc lui poser des difficultés à rencontrer un partenaire réellement yin.
Ces mêmes signes sont du coup les signes qui sont favorables pour une femme, de même que les maisons correspondantes, quand même principalement la maison 7, secondairement la maison 4. La maison 12 est ambivalente puisque c'est quand même la maison des épreuves, des frustrations, donc là ça peut globalement plus compliquer la vie que la simplifier, mais néanmoins ça va quand même ajouter une touche d'empathie et de douceur à une femme d'avoir des choses en maison 12. Et inversement, d'un point de vue amoureux et astrologique, les pires choses qui puissent donc arriver à une femme, c'est les énergies du Scorpion, puisque en Scorpion, on a Vénus qui est en chute, et dans une mesure un petit peu moindre, le Bélier, et notamment donc une Lune en Scorpion ou en Bélier, Vénus en Scorpion ou en Bélier sont des marqueurs assez lourds de difficultés amoureuses pour une femme. Un ascendant Scorpion peut significativement compliquer sa vie amoureuse également. Astrologiquement, les choses les plus compliquées qui puissent arriver à une femme de mon expérience, eh bien, ce sont les planètes Vénus et la Lune en Scorpion. Vénus est en exil en Scorpion, traditionnellement. C'est aussi très compliqué l'énergie du Bélier, notamment la Lune en Bélier. Là aussi, Vénus est en exil en Bélier, mais il est certain que les énergies de Capricorne peuvent rendre les choses compliquées, notamment pour la Lune, puisque, eh bien, là aussi, la Lune est en exil en Capricorne, et donc va donner à la femme un caractère entrepreneurial intéressant pour, si elle a envie de se réaliser en tant que créer son entreprise ou en tant que personne performante dans le monde du travail. C'est de ce point de vue un atout, mais d'un point de vue amoureux, eh bien, ça va demander un travail d'ajustement de son féminin. Avant d'en venir à la dernière partie de cette vidéo qui sont les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans une configuration plutôt malheureuse par rapport à l'amour, j'aimerais partager quelque chose d'autre que j'ai constaté qui est intéressant et qui est le fait qu'il y a 3 signes et 3 maisons qui prédisposent à accorder de l'importance pour la relation amoureuse en tant que telle. Ces 3 signes et maisons correspondantes qui vont accorder beaucoup d'intérêt pour la relation amoureuse vraiment en tant que telle, vivre des moments romantiques, vivre des moments amoureux avec l'autre sans attendre plus que ces moments, sont le Lion et la maison 5, sont la Balance et la maison 7, et sont le Scorpion et la maison 8. Tous les signes ont un intérêt pour les relations amoureuses, mais déjà les signes de terre ont des projets à long terme. Ils ont envie d'un partenaire solide pour construire une famille, pour assurer une stabilité, une sécurité, et donc c'est pas la relation en tant que telle qui les intéresse, même si ça les intéresse aussi, à titre, c'est des êtres humains qui aiment bien les relations aussi, mais beaucoup moins que les 3 signes que j'avais évoqués. Et donc des personnes qui n'ont rien dans ces 3 signes-là, et ces 3 maisons-là, eh bien, sont des personnes qui vont accorder peu de leur énergie et de leur temps disponible à rechercher et à entretenir la relation amoureuse pour elles-mêmes. Les autres signes et les autres maisons vont pouvoir nous donner du temps et de l'énergie pour entretenir des relations amoureuses, mais pour d'autres finalités qui sont donc de l'ordre de la famille, du matériel, de l'aventure, de l'amitié, etc. Mais donc des raisons secondaires. Ce qui a pour conséquence que les personnes qui ont beaucoup de ces maisons eh bien, vont rechercher activement, vont apprendre plus de ce qui se passe par rapport aux relations amoureuses, et inversement, des personnes qui ont peu de ces signes et de ces maisons vont y consacrer peu de temps, et en général, leurs enfants, leur argent, leur carrière, leur famille va être plus important, vont être plus importants que la relation amoureuse en tant que telle, ce qui fait que c'est des personnes qui vont des fois attendre un peu que l'amour leur arrive dessus sans qu'ils le cherchent. J'en viens à la partie qui concerne que faire quand justement on a une vie amoureuse difficile et qu'on voudrait progresser. Alors c'est sûr qu'il y a déjà des cycles qui existent, puisque notamment on va avoir des révolutions solaires dans lesquelles des années qui vont être plus favorables. On peut avoir par exemple Jupiter qui serait bien placé, qui renforcerait Vénus, Mars, le Soleil ou une certaine maison. Et à l'inverse, on peut des fois avoir des aspects douloureux de Pluton par exemple sur Vénus ou Mars qui vont rendre ce moment de vie plus difficile, mais qui vont aussi nous proposer une nouvelle façon de concevoir l'amour, de concevoir la relation, de concevoir principalement notre relation à nous-mêmes. Mais au-delà de ces cycles, qui peuvent tout de même être parfois assez frappants et significatifs, le plus important, eh bien, c'est pour une femme de développer sa qualité féminine et pour un homme de développer sa qualité masculine. Chose qui, justement, si pour l'instant ça n'a pas été le cas, c'est qu'il y a des blocages. Il est donc important de comprendre pourquoi on ne va pas dans la direction dans laquelle la biologie nous destinerait.
Évidemment, ce n'est pas une obligation, vous pouvez tout à fait être un homme très bohème, très artiste, exclusivement spirituel et pas très efficace matériellement. C'est un choix que vous pouvez faire, mais dans ce cas-là, vous allez effectivement rendre de façon générale votre vie amoureuse plus compliquée. Et inversement, si vous êtes une femme, vous pouvez être une femme qui travaille 70 heures par semaine, qui n'arrête pas de courir à gauche à droite, qui a un super haut niveau de testostérone, et peut-être que ça va vous épanouir, et c'est un choix qui est tout à fait possible, mais clairement, ça va rendre votre vie amoureuse tendanciellement plus compliquée. Et c'est tout à fait possible d'avoir une approche stoïcienne par rapport à ça, comme j'avais une cliente récemment qui avait une Vénus Scorpion maison 12, et qui me disait que ça faisait des années qu'elle avait renoncé aux relations amoureuses, qu'elle en avait eu une de 10 ans qui avait été horrible, et qu'elle avait fait une croix dessus. Donc c'est une possibilité de se dire, ben, voilà, j'ai une configuration qui m'appelle plutôt à autre chose, je vais faire autre chose. Et donc l'autre possibilité, eh bien, c'est d'aller voir intérieurement ce qui fait que on n'a pas beaucoup d'attrait pour une femme pour les activités féminines, hein, qui seraient donc de l'ordre des activités de groupe, des activités donc non compétitives, des activités émotionnelles, des activités esthétiques. Et inversement, pour l'homme, aller voir pourquoi au contraire, il n'y a pas ce goût pour la compétition, pour l'excellence, pour se battre, pour devenir meilleur. Ces choses-là sont écrites principalement dans la carte natale, et en allant voir les planètes concernées, les planètes qui nous rendent masculins ou féminins, on peut aller voir ce qui se passe exactement dans le positionnement en signe, en maison, dans les aspects. Et bien sûr que ce travail de transformation, il est intense, il demande parfois d'être accompagné, il nous challenge forcément, hein, mais il est faisable. Si vous regardez les toutes premières vidéos de ma chaîne en remontant au tout début des vidéos disponibles, eh bien vous verrez que j'avais un masculin manifesté de peut-être 5,5,5 sur 10, alors qu'aujourd'hui j'ai un niveau de masculin qui est comparativement élevé. Hein. Bon, on vit dans une société relativement castratrice où les gens en général font un peu ce qu'on leur demande et deviennent gros parce que justement ils ont perdu cette structure intérieure virile. Mais donc au fil des années, eh bien, on développe, on libère ce potentiel, on fait des activités aussi, on se met en contact de personnes qui peuvent nourrir ce potentiel en nous, et la transformation se fait en fait. C'est très impressionnant de voir le potentiel d'âme, hein, comme par exemple Bernadette Chirac, qui n'était pas une personne qui a eu une vie amoureuse globalement heureuse. Néanmoins, si on regarde par exemple la photo du jour de son mariage, il y a quelque chose de féminin, de très dilaté, donc elle avait ce potentiel, et inversement, elle n'a jamais exploré ses blessures profondes qui la faisaient dépendre d'un homme qui était infidèle. Donc si l'astrologie indique des conditions initiales précises et souvent difficiles à transformer, c'est pas une fatalité dans le sens où des efforts dans la bonne direction, avec les bonnes clés, eh bien, permettent une amélioration dans le temps. Et si vous souhaitez explorer avec moi ce thème du masculin et du féminin intérieur, c'est quelque chose qu'on peut faire dans le cadre d'une séance, éventuellement de plusieurs séances. Il peut y avoir des séances d'approfondissement, des séances d'accompagnement dans cette transformation pour une femme vers plus de féminin, pour un homme vers plus de masculin. Prenons un exemple, vous pourrez prendre d'autres exemples si vous voulez approfondir cette théorie. Je vous prends l'exemple de De Gaulle, qui, d'après les historiens, a eu un mariage long et stable, heureux même on pourrait dire. Et ici, on a donc un homme qui dégage déjà sur les photos, dans les discours, quelque chose d'indéniablement solide, d'indéniablement posé, d'indéniablement rassurant. C'est quelqu'un qui sait où il va, qui peut vous emmener quelque part, qui peut vous protéger, qui n'a pas peur. Hein. On a extérieurement déjà des qualités viriles évidentes. Et si on regarde son astrologie, on a deux choses solides également, qui sont d'une part un soleil scorpion, et d'autre part une lune bélier. Les aspects de cette lune bélier sont hyper impressionnants, donc on a ici un caractère émotionnel de guerrier qui se ressent. C'est quelqu'un qui est blessé 3 fois pendant la Première Guerre mondiale, mais à chaque fois il veut continuer à se battre, il veut continuer, il est fait prisonnier, il essaie de s'évader, et encore et encore. C'est vraiment quelqu'un d'acharné qui ne lâche jamais, qui a envie d'aller jusqu'au bout. La France est vaincue pendant la Deuxième Guerre mondiale, il continue. C'est vraiment quelqu'un qui émane de la virilité. L'ascendant balance, ici, n'est pas forcément malvenu dans la mesure où il va quand même donner quelque chose de l'ordre de l'empathie, quelque chose de vouloir écouter l'autre, et puis quelque chose de romantique dans l'âme de Gaulle qui va quand même contribuer aussi à la santé d'un mariage. Alors le cas défavorable, cette fois-ci, ce serait par exemple Will Smith.
avec le mariage désastreux qu'on lui connaît, avec tous les rebondissements médiatiques, bref, sa femme est amoureuse depuis des années d'un autre, ils ne vivent même plus ensemble. Enfin, c'est vraiment la catastrophe, le scénario cauchemar de mariage absolu. Et quand on regarde la carte de Will Smith, eh bien déjà on a une personne qui a un soleil balance. Hein, alors ça ne veut pas dire que si on a un soleil balance en tant qu'homme, on est condamné à un mauvais mariage, mais c'est quand même un facteur ici qui peut jouer dans ce sens. La lune est en scorpion, ce qui nous donne ce petit côté guerrier qu'a quand même Will Smith, mais on va voir que c'est plutôt en arrière-plan. Elle est mal aspectée, donc c'est quand même un élément moyennement favorable. Il a l'ascendant Gémeaux, il a Mars en maison 4. Il y a trop d'éléments féminins chez Will Smith, et ça lui donne donc un caractère un petit peu chaton finalement, qui est quand même pas très favorable pour garder une femme heureuse longtemps. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Il me semble que la société, on pourrait dire marchande, et la société de liberté dans laquelle on est, génère ce marché de l'amour qui génère donc les résultats dont je vous ai parlé, et qui peuvent être donc des résultats assez différents de ce qui existait dans les époques où finalement c'était sur d'autres critères que fonctionnaient les mariages, qui de toute façon étaient amenés à durer. Et voilà, beaucoup de choses ont changé, et l'astrologie n'a pas toujours tenu compte des déterminants sociologiques qui changent du coup les facteurs qui vont être essentiels au fil du temps. Merci, à bientôt.